Alors, bonjour à tous. Pour cette 46e rencontre de Puy, nous recevons Livia Deville. Cette nouvelle rencontre de Puy donc, prolonge le cycle thématique photographie et gestes pictural qui interroge le dialogue entre images peintes et images photographiques. En raison de la crise sanitaire, donc, cette rencontre n'a pas pu se tenir en public et nous remercions Livia d'avoir accepté malgré tout. Le travail donc, pictural de Livia ne cesse de se nourrir de matériaux photographiques. Elle alimente ses peintures d'images extraites de ses archives personnelles ou bien récupérées sur Internet. Par un jeu de stratification et de superposition, photomontage sur l'impression, Livia fait revenir à la surface des images recouvertes. Il est question de corps, de visage, de posture, de reflets, de formes. Les peintures de Livia sont comme des récits dans des récits qui font appel à une mémoire personnelle et collective, laissant au regardeur le soin de recomposer et d'assembler ces fragments. Donc nous verrons avec Livia entre autres comment elle fabrique ses peintures, quels en sont les sujets et si son rapport à la photographie a évolué. Donc, pour commencer cette rencontre, peut-être Livia, tu peux nous parler de ton entrée dans la peinture et puis la place que va occuper la photographie dans ta pratique. D'accord. Bonjour à tous. Oui, alors la peinture, je pense que j'en ai fait depuis toujours, plus particulièrement à partir de l'adolescence. C'est ce qui m'a amené à décider de faire des études d'abord d'art plastique à l'université et ensuite aux Beaux-Arts par complément. Voilà. Donc il y a un peu de deux temps et à travers les images que je vais vous montrer, il y aura un peu ce temps de gestation qui a été relativement long et que je vais vous montrer dans la première partie où l'image photographique sous toutes ses formes a pris une certaine importance. Donc ce qui veut dire qu'à un moment tu as aussi rencontré la photographie, tu as appris à la pratiquer. Oui, on peut dire ça. J'ai commencé à la pratiquer assez tôt, mais après la conscience de la photo, l'histoire de la photo et qu'est-ce que je pouvais en faire, ça s'est fait aussi en même temps que la peinture. D'accord. Donc les deux pratiques ont toujours été un très peu concomitantes. Voilà. Ouais. Donc je commence par une image, je vais vous montrer aussi les personnes, certains artistes qui m'ont formée, et notamment là c'est une œuvre de Gérard Gazurowski qui s'appelle Les Amalgames, où il fait une sorte de relecture des formes, des images, et il les expose sur des grandes planches. Donc quand je faisais ma maîtrise, donc à partir de la 4e année d'art plastique, j'ai été assez influencée par Gazurowski. Donc voilà, je vous montre quelques images. J'ai commencé par des peintures de pinceau que j'ai exposées en planche. Mais très vite, finalement, j'ai associé des images d'œuvres ou des images d'autres que moi, sans faire véritablement de distinction entre ce que je pouvais produire et ce que les autres peintres pouvaient produire. Et ce nivellement, je l'ai vraiment travaillé pendant un certain temps. En fait, on peut dire que finalement, tout le temps dans ma pratique, j'ai utilisé les images comme des matériaux, en fait. Il y a toujours une espèce de porosité entre ta pratique et celle des autres Oui, surtout au début. Disons que maintenant, je pourrais pas dire la même chose. J'ai mis à distance, ce qui est un peu normal. Mais à l'époque, là je vous montre une photographie de l'atelier de Francis Bacon, qui est un peintre qui m'a beaucoup marqué, même si mon travail n'a pas directement à voir avec le sien. C'est surtout son rapport aux images qui m'a beaucoup marqué. Le fait qu'il peigne avec des photos qui pouvaient, par exemple quand il faisait un portrait, il pouvait regarder une photo de rhinocéros. Donc ça lui permettait de trouver la sensation adéquate pour peindre la qualité de la peau, par exemple. Donc ces espèces de correspondances m'ont beaucoup marqué chez lui et chez d'autres aussi. Alors moi, dans mon cas, quand je faisais ma maîtrise, j'ai travaillé sur le paysage. À l'époque, j'habitais à Aix-en-Provence et c'est vrai que l'environnement était important. Même si dans mon travail, je parle plutôt de non-géographie,
parce que je faisais un mélange entre les photos que je trouvais. Là, par exemple, il y a des photos de David Hockney, des polaroïds de mon enfance, enfin voilà, toutes sortes de photographies trouvées, cartes postales, et qui me permettaient de faire une sorte de synthèse entre plusieurs documents. Tu mélangeais. Tu travaillais en fait, tu avais les cartes, par Alors, exemple. par exemple, les photos voilà, je sur montre. un mur. Oui, voilà, j'avais les photos sur le mur et ça pouvait donner ce genre de peinture qui n'a pas grand chose à voir directement avec ce qu'on a vu précédemment, mais où il y a tout un jeu d'influence, de gestes ou de cadres aussi, parce que là, j'ai pas mis l'image, mais il y a une peinture où il y a trois panneaux encadrés un peu à la manière de la photo de David Hockney, par exemple. Donc là, voilà, ça pouvait m'influencer à n'importe quel niveau, formel et même au niveau de l'énergie dégagée par l'image. Tu recomposes. Et je recompose. Enfin, déjà, il y a cette idée de recomposition de toute façon. D'accord. Alors là, c'est aussi une planche double. C'est des carnets de recherche? Non, c'était des planches que j'exposais, donc influencées par le travail de Gazurowski. Où là, il y a quand même aussi une autre dimension qui émerge, c'est la notion de geste. Donc qui est un peu antinomie avec la photographie, mais qui était très présente. Alors c'est vrai que j'ai découvert aussi l'œuvre de... Donc je vous montre des peintures influencées par toutes ces photographies. Et j'ai découvert, ça c'est Gazurowski aussi, une œuvre gestuelle. Donc cette dimension du geste a commencé à être très présente. Et ensuite, j'ai vu une exposition, je crois que c'était en 88 à Beaubourg, de Cy Twombly, qui m'a beaucoup marqué. Et comme il faisait des polyptyques, donc il y avait vraiment cette idée de plusieurs séquences avec des niveaux de sensations et d'images aussi, de figurations différentes et de gestes. Donc là, un geste déjà quand même assez marqué, comme une grande secousse. Mais dans un autre panneau, parce que ça c'est 2 panneaux qui font partie d'un ensemble de 5 panneaux qui s'appelle Goethe in Italy. Là vous voyez que le geste est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus secoué, enfin, il y a une dimension de secousse. Enfin, voilà, c'était un peu le mot que j'employais. Donc il y avait cette synthèse ce mélange entre des images, des gestes. Et puis aussi, donc voilà, par exemple, ça c'est un exemple à partir de photographies. Donc là même, c'est une photographie sur la peinture de gauche. C'est d'après une photo de moi petite. Et il y a une dissolution du figuratif pour aller vers cette espèce de point de geste. Voilà. Donc ça a marqué un peu la fin d'une période. Du coup, Livia, sur la question du format, est-ce que ça se pose? Est-ce que c'est plutôt des grands formats, des choses petites? Est-ce qu'il y a ce lien à la photographie, généralement, qui est un format assez... peut être d'un format modeste? Bon, là, c'est vrai que c'était un peu en fonction des possibilités d'espace de l'époque. Je travaillais beaucoup sur du carton, sur des formats relativement petits, c'était 60, 70. Et quand je travaillais en plus grand, je faisais des polyptyques pour pouvoir stocker plus facilement. Mais je ne travaillais pas sur toile à l'époque, je travaillais sur carton ou sur bois. Voilà. Ce qui n'était pas forcément pratique, ou sur papier quand c'est justement les collages, comme on a pu voir. Donc ça, par rapport au format, je ne peux pas dire que c'était très influencé par la photographie. C'est plus la force des choses. Et puis aussi tout ce que je pouvais capter de la photographie, toutes ces images trouvées que j'ai engrangées au fur et à mesure. Mais ça t'arrivait parfois d'utiliser comme matériau premier des tirages, c'est-à-dire de repeindre directement dessus, ou c'était juste plutôt une influence visuelle, une influence... Oui, toujours une influence visuelle. Non, ça m'est arrivé, mais ça m'est quasiment jamais arrivé. Non, c'est l'image photographique sous toutes ses formes a toujours été un stimulateur
j'ai jamais peint d'après rien, quoi. Je suis pas, j'ai pas d'imagination particulière, je suis pas dans l'abstraction, voilà. Du Ça a coup, toujours c'est été, un rapport instinctif à l'image. Y a oui, pas de... mais c'est aussi en fonction peut-être de besoins liés à un contexte, à mon vécu, à un contexte d'environnement, parce que quand j'étais à Aix-en-Provence, je travaillais et tout mon univers était influencé par tout ce qui était lié à la nature, au paysage, à la notion de paysage. Et ensuite, quand je suis allée à Paris, tout ça, ça s'est arrêté. Hein, donc il y a eu la un lumière basculement différente. Forcément une grosse influence du contexte dans lequel oui, la pratique se tout en faisant une peinture qui n'était pas spécialement liée au descriptif, ni au figuratif, au lieu précis, quoi. Voilà. Il y avait toujours un vague, on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc là, je vous montre une œuvre de Ed Ruscha, qui est un peintre américain, qui a travaillé sur des grands formats très allongés, très panoramiques, notamment autour du ciel, mais évidemment avec une dimension beaucoup plus conceptuelle que Cy Twombly. Et donc une autre œuvre où il a associé aussi des mots. Donc ça, c'est tout son travail d'articulation entre le mot et l'image. Moi, je n'ai pas forcément retenu la dimension conceptuelle telle qu'elle, mais une façon de peindre et peut-être aussi de commencer à agencer plusieurs... Là, en l'occurrence, c'était des tableaux qui faisaient 120 par 120. Et j'associais des bandes de ciel que je mettais en alternance. Voilà. Donc là, je vous montre deux peintures de cette époque-là, de l'époque où j'étais toujours à Aix-en-Provence en fac. Un autre polyptyque que j'ai réalisé à l'acrylique, alors que précédemment c'était à l'huile, avec ce jeu de bandes de paysages, mais très simplifié. Donc on voit quand même l'influence aussi de Cy Twombly, de Ruscha. Enfin, voilà. Il y a un aspect un peu sériel à la chose aussi. Oui. J'en ai fait plusieurs comme ça. Est-ce que la technique influe ça sur le fait de... Du coup, l'utilisation d'acrylique, ça permet de faire des choses plus c'était des choses assez rapides, assez jetées. D'accord. L'huile le permet, mais il y a plus un travail dans la matière, dans les rendus, les fondus, que je trouve plus facile avec la peinture à l'huile. Donc dans le même temps aussi, j'ai repris donc le chemin de l'image et particulièrement de la photocopie. Finalement, ça a été une période très importante quand j'ai commencé à utiliser la photocopie, pour des raisons très pratiques, parce que évidemment de reproductibilité, mais également pour pouvoir notamment faire ce genre de montage. Donc c'est une colonne de paysage, j'appelle ça comme ça, la photocopie me permettant de pictorialiser la photographie, de lui donner un aspect plus déréalisé, plus matériel aussi, et que j'ai pu couper, recadrer et associer dans cette colonne de paysage. Alors à ce moment-là, j'étais influencée par le philosophe présocratique Héraclite, qui parlait beaucoup des correspondances des différents éléments. Donc j'étais un peu là-dedans et j'ai essayé, je m'en suis inspirée pour faire ce type de... Et dans ce cas-là, c'est des photos ça part de photos que tu fais exprès en pensant que tu vas les utiliser dans le cadre de la peinture? Non, parce que il y a un mélange de photos que j'ai pu réaliser. Là, on voit aussi des dessins, des croquis, d'études. Non, c'est toujours pareil, comme au début, comme avec les planches, je mélange des dessins, des peintures, des photos, et souvent c'est des choses que j'ai sous la main, des photos que j'ai pu faire en me promenant, mais enfin voilà. Donc là, j'avais envie de montrer aussi des dessins, comment je travaille. Alors, pour moi, il y a un côté un peu planche contact dans toutes ces façons, toutes ces recherches. Sur le format et puis... Comment j'ai pu travailler finalement comme c'est des formats, cette colonne se plie sous forme de livre,
Et quand ça se déplie, donc il y a des formats presque carrés. Et à chaque fois, j'ai travaillé le cadrage avec des décalages. Je pouvais utiliser la même photo, mais en recadrant légèrement différemment. Il y a une idée de séquence temporelle dans la colonne ou ouais. Oui. Une vue donc de ce qu'on Oui, peut ça voir. c'est une vue d'une autre colonne de paysage, enfin celle qu'on voit Là, on comprend dessinée. bien l'aspect pliage de la chose. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est grâce à la photocopie que j'ai pu... Je pense que si j'avais eu aussi les moyens de faire de la photo couleur, peut-être que j'aurais... Parce que la photocopie, surtout laser, a coûté un peu ingrat au niveau du rendu. Mais ça me permettait d'expérimenter dans pas mal de directions. Du coup, tu as plus de liberté finalement. Ton lien au support, il a l'air d'être important. Enfin, sur la photocopie, le rendu un peu pauvre, le carton, pas forcément une peinture sur toile. Est-ce que ça... Oui, en fait, à cette époque-là, je pense que c'est un mélange de manque de moyens, de manque de place, qui a fait que je ne me suis pas lancée dans la peinture sur toile. C'est après que j'ai commencé à travailler sur châssis, sur toile, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts. Mais ça te permet, ça, l'expérimentation. Voilà. Et alors ici, c'est un photomontage de Baldessari, autre artiste qui a été très important, que j'ai découvert à la fin des années 80, et où ce genre de correspondance aussi entre les éclaboussures de l'eau et les éclaboussures du feu me paraissait vraiment très intéressante et qui permet à deux images de rentrer en résonance l'une avec l'autre. Donc par rapport à ce que je vous ai montré avant, les colonnes de paysage, ça rentrait tout à fait dans ma logique à moi. Après, il y a un autre geste de Baldessari qui a été important, c'est le fait qu'il prenne une photo de serpent, qu'il découpe au format du serpent et qu'il associe le format à d'autres images et qu'il puisse également découper des photographies. Ça a fait un déclic en moi, ça a été très important, même si je n'ai pas forcément refait exactement la même chose. Quoique plus tard, dans ce que je vais vous montrer, j'ai quand même découpé des photographies comme ça. Voilà. C'est intéressant parce que c'est l'image du serpent, qui induit une forme, oui. Et que cette forme est ensuite appliquée à des motifs qui n'ont rien à voir et qui coupent le réel d'une manière un peu aléatoire ou un peu abstraite. Et ça a été très important dans ma manière de fonctionner, de penser l'image et la peinture, parce que à cette époque-là, j'avais un peu du mal à faire la différence. Donc chez moi, dans mon cas, ça a donné ce genre de montage, de collage, avec des photos personnelles, des photos de journaux en noir et blanc, en couleur, des photocopies, du texte également, ou ce genre d'image aussi. Donc ça, c'est présenté comme des peintures, entre guillemets? Non, c'est des montages d'images. Voilà. Ouais. Ça, c'est tout petit, hein. C'est vraiment très très petit. C'était pas des grands formats. Ça, c'était aussi à l'époque où je faisais de la photo argentique, donc des montages d'images d'une autre manière. Et là, pareil, c'est des prises de vue à toi ou des choses que tu... Oui, ça, c'est des prises de vue personnelles. Et ça t'est arrivé par hasard de temps en temps, par exemple, de refotographier des photos pour pouvoir les intégrer à ta manière, d'une autre manière, d'une autre façon? Peut-être. Je n'ai pas de souvenir, mais peut-être. De toute façon, si j'avais eu besoin, je l'aurais fait. Alors là, on entre dans une autre partie plus tard. C'est en 1993, donc j'étais aux Beaux-Arts à Paris. Après avoir été en fac, j'avais la nécessité quand même de poursuivre mon cursus artistique dans un autre contexte. Et aux Beaux-Arts, évidemment, il y avait des artistes invités. Et je suis tombée sur Lewis Batts, qui était un photographe américain qui travaillait avec pas mal la série, mais je connaissais assez mal son travail, pour dire la vérité.
Et dans son workshop, il nous avait demandé de travailler sur les limites, qu'est-ce qui fait les limites d'une ville. Et donc, assez rapidement, j'ai trouvé l'œuvre de Italo Calvino qui s'appelle Les villes invisibles. Et j'ai récupéré quelques phrases, très peu finalement, et j'ai commencé à faire des photocopies de toutes sortes d'images. Là, par exemple, sur le panneau de gauche, ce sont un montage à partir de peintures. De l'autre côté, c'est un agrandissement de téléphone. Donc en fait, j'ai utilisé la photocopieuse comme un instrument presque pictural à part entière. Et, parce qu'en plus, c'était une bonne photocopieuse qu'il y avait à l'école. Et j'ai commencé ensuite, avec tout ce corpus d'images en noir et blanc, à faire un montage. Et ça a donné un premier livre en accordéon. Donc, et puis un deuxième. J'ai deux donc là, on n'est presque plus dans la peinture du tout, on est dans la photo, dans l'image. Ouais, dans l'image. On est dans l'image reproduite, retrafiquée. Oui, mais pour moi, il y a toujours eu cette dimension picturale aussi dans la façon dont la photocopie peut déréaliser l'image. Bien sûr. Et puis quelquefois, par exemple ici, on voit que on voit pas justement, c'est un montage de deux photos. Il peut y avoir aussi à l'intérieur des images, une recomposition du réel. Une refabrication. Voilà. Donc ça, c'est un travail que j'ai vraiment adoré réaliser. Et là, il y avait la question de la page, il y avait la question du livre. Une certaine manière, qu'on voit, tu laisses des pages blanches. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, au départ, je n'avais pas prévu forcément de faire un livre. Mais je me suis retrouvée, je me rappelle, j'étais chez moi et j'avais mis toutes mes photocopies étalées sur le sol. Et en une après-midi, j'ai fait du montage. D'accord. Donc évidemment, par ce travail, il y a la question du montage et ce que j'ai identifié comme étant de la narration visuelle qui était déjà sous-jacente dans mon travail, mais qui a été très affirmée dans ce travail et puis dans d'autres travaux par la suite. L'idée qu'on puisse raconter quelque chose sans passer par le mot, même si là il y en a un petit peu, mais juste avec les images. Et plus tard, je retravaillerai un peu ces questions-là à travers la pensée par l'image, notamment grâce à l'influence de Didier Berman qui a beaucoup, et ses expositions également. Donc là, on arrive à la fin du premier livre. C'est vraiment travailler sur les possibilités qu'offre aussi l'agrandissement. Ah, on voit des agrandissements de photos. Oui, et même à un moment donné, il y a une toute petite photo que j'ai réussi à vraiment en faire un truc de mouche. Enfin, c'est une petite mouche, quoi. Bon, là, je ne sais pas si on voit bien, mais c'était le livre donc, sous forme d'accordéon que j'ai photographié en planche. On voit un peu toutes les photos. Et puis, une œuvre de Lévis Balz qui à l'époque était exposée au centre Georges Pompidou qui s'appelle La Ronde de nuit, où alors lui il travaillait sur la communication, les flux d'informations, et il avait fait cette grande fresque photographique, mais que je ne connaissais pas quand j'ai fait les livres avec Les villes invisibles. Et ça a été vraiment une rencontre et humaine et esthétique très importante à ce moment-là. D'autant que Lévis Balz a fait une exposition ensuite au musée d'art moderne. Donc il y avait vraiment une actualité très forte. Donc là, je ne vous ai pas montré le détail. C'est le deuxième livre que j'ai réalisé, plus simple, sans mots. Toujours dans le cadre du même atelier ou oui, c'est ça. A posteriori Non. En fait, j'ai fait 2 livres parce que le premier, j'étais arrivée au bout et puis j'avais encore des images que j'avais envie d'utiliser. Et un petit peu plus tard, un autre type de livre où là, j'ai travaillé avec l'œuvre de Robert Frank. Donc toujours
ce mélange entre des œuvres d'autres personnes, des photographies à moi, ce qui pose parfois aussi le problème de l'appropriation. J'ai été confrontée à ça assez rapidement. Et je me rappelle d'ailleurs qu'aux Beaux-Arts, en montrant mes livres, une prof m'avait vraiment presque engueulée en me disant « Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas possible, il y a des droits d'auteur ». Alors après, je me suis renseignée parce que comme ça m'est arrivé assez souvent, quand on transforme l'image ou l'œuvre de quelqu'un, on peut se la réapproprier. Le problème arrive quand on reprend l'image telle qu'elle. Après, il y a Charlie Levin, après, il y a des appropriationnistes c'est sûr. Qui l'ont fait, très, très franchement. Mais il y a quand même, par exemple, le peintre Luc Tuymans, le peintre belge, avait repris une photo d'une photographe telle qu'elle, avec le même cadrage, et il a peint. Alors évidemment, sa peinture crée une distanciation avec l'aspect photographique, mais n'empêche qu'il a perdu un procès contre cette photographe parce qu'il n'avait absolument rien transformé de l'image. Donc maintenant, les photographes sont un peu plus vigilants quand les peintres utilisent leurs images. Voilà, donc là, c'est le dernier livre que j'ai réalisé. Oui. Excuse-moi, Livia, est-ce qu'il y a un fond politique dans ton travail ou pas du tout? Je ne sais pas, de ce que j'en vois, du coup, ça me renvoie un peu aussi situationniste ou lettriste. Oui, alors non, en tout cas à cette époque-là, non. Même si j'ai découvert les situationnistes à cette époque-là, je ne pouvais pas l'intégrer à mon travail. Okay. Maintenant, je ne pourrais pas dire que c'est politique, mais il y a quelque chose qui est un petit peu plus proche des images du monde. À cette époque-là, j'étais essentiellement concernée par des choses plus intimes. Au début, la dimension paysagère. Après, quand même, je suis passée à la figure, et ce qui m'a rapprochée peut-être d'un vécu plus intime. Voilà. Justement, après ce travail avec les villes invisibles, ce travail de narration visuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déménagé à Paris pour faire les Beaux-Arts et j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect urbain. Donc c'était un paysage mais urbain. C'était pas encore vraiment la figure. Et donc j'ai travaillé en associant plusieurs images. En fait, c'était toujours me rapprocher d'une même idée qui était encore un peu floue, mais où il y a, en tout cas, pour moi, produire quelque chose, produire une image, un tableau, c'est toujours une question d'agencement entre plusieurs images. J'ai compris ça depuis. Voilà. Mais c'est vrai que il y a le sujet qui commence à apparaître, mais je ne sais pas encore comment le nommer, le sujet. Mais en tout cas, il y a cette idée à chaque fois de mélanger plusieurs images. Donc là, beaucoup de plans. J'étais allée acheter des photos d'échangeurs à l'IGN et j'avais mélangé avec des photocopies. Alors toujours un travail de photocopie. Un autre type de travail en photocopie, mais à une grande échelle. C'était une personne qui avait un lieu au quai de la gare au moment où on construisait la grande bibliothèque et qui nous avait demandé de travailler dans le lieu, autour, dans le quartier. Et chacun, donc on était plusieurs de l'atelier où j'étais, et on avait passé un mois à travailler sur place. Et moi j'avais fait tout un parcours photographique et j'en avais tiré un livre. Et cette grande photo qui faisait 2 mètres par 2, où j'avais fait des tirages en lait, marouflés sur bois. Bon, c'était toute une aventure, mais voilà, où là aussi, une autre dimension qui peut apparaître, et là aussi, pardon, je reviens en arrière, c'est les grilles. Parce qu'il va y avoir des grilles, et l'image que je vous ai montrée là, des réseaux, des plans. Donc on va rentrer dans l'image et à la fois on ne va pas pouvoir y pénétrer. Enfin, on va essayer d'y rentrer et on ne va pas pouvoir y pénétrer.
Donc il y a tout ce jeu de superposition. Je vais également utiliser la projection. C'est le moment où je commence à projeter des images sur mes tableaux. Donc là, c'est 2 petites peintures avec un fond en nuage, par-dessus un plan de ville et ce filtre de couleur qui va essayer de créer une synthèse. Donc oui, il y a vraiment cette idée de cacher, de voiler certaines parties par la superposition. Et en fait, ce qui émerge aussi, c'est en superposant 2 images, c'est créer une 3e image. Vraiment, la question de la 3e image va apparaître. Enfin, bon, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc là, tu augmentes tes formats, tu commences à... C'est une époque où tu commences à bosser sur... Alors sur là, j'ai pas montré de peinture, mais je travaille sur châssis, j'augmente un peu mes formats. Ça, c'est une photo aussi qui faisait presque 2 mètres de haut, ou pareil, un collage. Et j'en arrive à une série des reflets. À partir de photos quelquefois qui étaient vraiment toutes petites. Je recadrais dans une image et je partais d'images très très petites, mais ça me permettait aussi de pouvoir inventer. Voilà. La photo étant assez plate pour moi et la peinture, par exemple dans cette peinture qui fait 1 mètre, qui n'est pas très grande, elle fait 1 mètre par 1 mètre, qui me permettait de décomposer les niveaux de figuration, de visite, et en même temps créer par endroits des zones de confusion, comme on voit ici. Et donc là, dans une même peinture, tu agences plusieurs images. Non, ça c'est une seule, c'est une peinture de reflet. Donc là, c'était, j'ai montré une photo, ça c'est d'après ce type de photo, c'est le carré d'art à Nîmes, et dans lequel j'ai recadré une toute petite partie. Là, c'est vraiment une toute petite partie de la photo. Mais tu fais pas un travail de reproduction absolue, non, parce que il y a un certain travail de reproduction, mais comme l'image est minuscule, ça me permet de pouvoir inventer à un certain niveau et de rendre les choses plus picturales. Ça, c'est une autre peinture qui est faite de 9 panneaux de la Fondation Cartier. Et je pense que les motifs des reflets me permettaient de travailler sur cette confusion d'images, sur le fait qu'on puisse rentrer et rester à l'extérieur de l'image, qu'on puisse être toujours dans une surface et en même temps la peinture permettant de décomposer les niveaux, beaucoup plus que la photo qui était plus lisse, plus plate, selon moi. Tu veux un peu qu'on perde une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que c'est à la fois un motif extrêmement réaliste et en même temps non reconnaissable, ou en tout cas difficilement... C'est surréaliste, quoi. Je sais pas si c'est surréaliste. Du coup, sur le surréalisme, ils ont beaucoup utilisé aussi, beaucoup travaillé sur le reflet en photographie, en tout cas. Sur le miroir, sur le fait de créer, d'aller dans vers autre chose. Mais j'ai jamais envisagé ce travail-là, à cette époque-là, comme étant surréaliste. C'est marrant, je n'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas. Une autre peinture, donc ça c'est les photos que j'avais utilisées, donc c'est au Théâtre de la Ville, donc avec les portes étaient en verre, donc il y avait tout ce qu'on voyait à l'intérieur du théâtre et tout ce qui se reflétait et la confusion, donc tous ces niveaux qui se retrouvaient et créaient cette condensation d'images, cette synthèse d'images. Alors, soit elle était donnée par les photographies que je réalisais, soit dans d'autres cas, comme j'ai montré précédemment, par la superposition de plusieurs images que je faisais de manière artificielle. Excuse-moi Olivia, juste avant, donc là c'est les cadrages en fait. Les scotch, ce sont les cadrages. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc en fait la photo, c'est des petits tirages et donc c'est vraiment ridicule la partie que je vais utiliser. Quelquefois ça m'est arrivé de photocopier la partie que j'allais repeindre pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, picturaliser un peu. Perdre du détail.
Mais là, je ne l'avais pas fait. Non, j'ai utilisé vraiment des tout petits fragments de photos pour faire des peintures qui sont assez grandes. Parce que là, c'est en hauteur, ça fait à peu près 1,35 m, si je me rappelle bien. Et il y a 3 panneaux. Donc je jouais sur aussi les césures blanches qui rentraient aussi dans la peinture, hein, puisqu'il y a les c'est panneaux. drôle. Ça suit Oui. dans ton travail, enfin en tout cas de ce Oui, que tu oui, nous as ça. montré avant. Ouais, Enfin, il y a ouais. vraiment cette... Et là, cette peinture, donc, comme elle a été achetée, je ne l'ai pas vue pendant longtemps et je l'ai revue l'année dernière. Je ne l'avais pas vue depuis des années et des années. Et bon, il y a vraiment. Donc là, je vous montre, parce que ça va. Comme tout ça, c'est à la même époque, donc c'est dans les années 97, 98, 99. J'ai réalisé donc, une autre série photographique avec l'appareil photo qu'on appelle le Lubitel, cet appareil qui coûtait très peu cher et qui permettait un 6.6 qui permettait des superpositions et cette série, je suis assez contente de l'avoir faite aussi parce que chaque fois que j'amenais mes photos à la FNAC, ils me disaient qu'elles étaient ratées. Donc j'ai pu faire beaucoup de photos gratuitement et ça c'était intéressant. Donc plusieurs vues sur un même négatif. Et c'est des choses que tu prévoyais, donc tu faisais des photos, tu faisais une première image et après tu cherchais la seconde qui pourrait venir se... Oui, alors c'est vrai que maintenant quand je revois ça, je me disais j'aurais pu peut-être plus travailler sur différents espaces parce que souvent, là par exemple, bon, c'est un peu une photo qui est assez baconienne là pour le coup. Le modèle est au même endroit, donc c'est à 2 temps assez rapprochés. Et j'ai pas joué tellement sur la notion de géographie différente. Pareil. Et maintenant, si je recommençais à faire une série comme celle-là, sur cette logique-là, je travaillerais plus dans différents espaces-temps. Là, on les a, ouais. Là, c'est à chaque fois le même temps. Mais évidemment plusieurs vues, en général 2, parce que j'avais remarqué que quand je dépassais 2, l'image était vraiment très brouillée, on ne reconnaissait pas grand chose, mais il y avait toujours cette idée de multiples, de troisième image, voilà, c'est toujours un peu la même chose, parce que, et qui fait qu'on se pose la question, qu'est-ce que je regarde quand je regarde une image multiple aussi. Mon cerveau ne peut pas tout regarder en même temps. Et en même temps, par l'association, je me crée ma propre image. Alors là, on fait un saut dans le temps. C'est quelques années plus tard. Et Photoshop aussi est passé par là, parce que c'est à la fin des années 90 que j'ai commencé à travailler avec Photoshop et j'ai beaucoup... Photoshop m'a permis, entre autres choses, de visualiser mes recherches avant de faire mes tableaux. Parce que avant Photoshop, je perdais beaucoup de peintures en les gâchant, en allant trop loin, en expérimentant. Et j'ai perdu beaucoup de peintures comme ça. Et Photoshop m'a, entre autres choses, permis de travailler la visualisation par avance. Et peut-être une dimension plus distanciée aussi de l'image. Alors là, c'est après de nombreuses recherches, hein, quand même, je fais un saut dans le temps. J'ai laissé l'espace urbain et j'ai commencé à travailler vraiment avec la figure, sous toutes ses formes, en récupérant énormément de photos dans les magazines, en mélangeant des photos personnelles et des photos de magazines, enfin comme... la plupart des peintres figuratifs, hein, rien d'original à ça, mais là on voit sur la gauche une espèce de montage un peu aléatoire réalisé à partir des figures, et un autre aussi, enfin il y a 2 montages, à droite aussi. Et ensuite, comment alors c'est un peu confus, pardon. En fait, au départ, je peignais toutes les images.
tout ce qu'il y avait sur la photo, là, avec ce mélange de figures. Je peignais tout ça et ensuite j'en tirais des fragments. Donc dans la peinture fraîche, j'allais faire un cadrage aléatoire, sans préméditation, où j'allais garder que certaines parties de la peinture. Tout le reste était mélangé en direct avant que la peinture ne sèche, d'où ce fond un peu moiré comme ça, sans vraiment une couleur très, très particulière. Bon, là j'ai rajouté le trait bleu pour dynamiser un peu l'ensemble, mais voilà, donc à travers ce mélange d'images, je crée ces cadrages aléatoires. Donc du coup, il y a quelque chose de la performance. Enfin, il y a une action en direct en tout cas. Une action directe. Puisqu'il ne faut pas que la peinture oui, c'est ait le ça. temps de sécher. Disons qu'en gros, il fallait que je fasse mes peintures en 2 jours maximum. Surtout que c'était des formats qui faisaient 120 par 120, donc assez grands. Ce qui a fait que par la suite, c'est un peu plus tard, donc toujours l'assemblage d'images, mais grâce à Photoshop, je vais faire des cadrages et je ne peindrai que ce qu'il y a à l'intérieur du cadrage, parce que là, le format étant de 180 par 180, c'était un peu difficile que la peinture ne sèche pas, même si je mettais du retardateur, voilà, pour des raisons un peu techniques. Voilà, j'ai arrêté de faire comme ça, même si c'était assez intéressant de cadrer en direct. On voit donc une espèce de en fait, ça, comment dire, on commence à voir poindre un peu la question du pochoir en fait. Quand tu dis cadrage, c'est-à-dire que tu faisais disparaître certaines zones de ta peinture, tu brouillais certaines zones de ta peinture pour n'en laisser que des formes. Alors ces formes, justement, au départ, c'était comme je l'ai dit, des cadrages aléatoires, mais qui avaient un côté organique. Et à un moment donné, je me suis dit que c'était plus intéressant de systématiser et d'aller vers le motif floral. D'accord. Même s'il pouvait y avoir une dimension un peu pop, c'est ce qui a eu, ou une dimension un peu peut-être décorative, mais finalement, ça m'intéressait assez d'aller de ce côté-là, tout en gardant ces multiplicités d'images. Donc là, voilà une deuxième composition qu'on voit en bas, et ensuite le travail sur Photoshop, et ensuite évidemment les peintures. Donc là, avec ce procédé-là, j'avais réalisé 4 toiles, chacune de 1m80 par 1m80, que j'ai exposées, là c'était à RDV à Nantes. Et avec aussi cette dimension un peu cinétique, ces fragments associés qui étaient virtuellement en mouvement. Voilà. Alors la grande dimension, c'était aussi pour que le spectateur puisse s'identifier presque physiquement au personnage, cette dimension du corps a commencé à devenir assez importante. Une confrontation physique. Une confrontation physique qui était assez importante pour moi. D'où le format. D'où le format. Après, il y a une autre série. Ah oui, non, ça c'est une série dans la suite que j'ai appelée Les Grands Loves. Donc là, je vous ai mis un peu différents documents et le montage Photoshop. Donc la peinture. Bon, évidemment, il faut quand même voir ce genre de peinture, même si c'est très proche de l'image, il faut quand même le voir en vrai, parce que la dimension picturale est là. C'est intéressant, alors peut-être je vais mal l'expliquer, mais du coup ces formes organiques, ça fait peut-être un peu penser à Cézanne, mais non, à Matisse, pardon. À Matisse. Non. Ah oui, le côté il y a un papier côté découpé, très assumé, quoi. bien sûr. Et un peu du jeu, un peu. Non, il n'y a pas cette dimension. Si, parce que moi je prévoyais jamais les espèces de pulse, ça fait pulse aussi un petit peu, c'est entre la fleur, le pulse, ça se faisait sur la toile en direct. Et bien sûr, Matisse, ça a été, c'est vrai que j'en parle pas, mais le côté papier découpé, décoratif, et aussi la dynamique par rapport à la toile.
et le fond blanc aussi, les vides du fond blanc. Comment tout ça, ça s'agence, ça se mélange et ça crée une dynamique. Ça, tout à fait. Hein, là, bon, je cite pas toutes mes influences, mais effectivement, peut-être que je devrais citer Matisse un peu plus souvent parce que même quand je le regarde encore, les papiers découpés, je trouve ça vraiment étonnant. Et puis lui, il découpait directement. Au ciseau, moi je me souviens d'un documentaire où on le voit découper au ciseau comme ça. C'est incroyable. Déjà un vieux monsieur, il a un ciseau énorme. Oui, c'est ça. Il découpe dans la couleur. Mais il y a quelque chose de l'ordre du geste en tout cas. Oui, aussi à ce niveau-là. Alors ici, une autre peinture d'une autre série liée à la danse, hein, donc toujours ce rapport au corps, bon, aussi par le fait que moi je pratique la danse, j'ai des pratiques physiques liées à la danse, que j'ai toujours aimé ça. Et donc là, une des dernières séries liées à ces cadrages en forme de fleurs. Et là, en fait, j'ai trouvé intéressant de vous montrer un peu la progression, l'élaboration d'une toile associée aux images aussi, parce que finalement, je parle de plusieurs images et comment je les intègre, comment je les enlève. Donc là, je suis partie d'une photo d'une chorégraphie de Pina Bausch. Là, je préférais le faire sur calque, donc voilà, ça c'est sur Photoshop, pardon. Je commence à peindre. Toi-même, en faisant ça, tu t'y perds pas? Non, parce que je le fais avec un certain temps. Non, ça prend du temps. C'est aussi ça, c'est la maturation. C'est qu'en fait, comme je parle beaucoup d'agencement, de montage d'images, il y a tout un travail où je laisse décanter. Et c'est comme une sorte comment on dit, de formule mathématique. Et je dois résoudre une formule mathématique. À un moment, ça fonctionne. Mais là, par exemple, entre celle-là et puis là j'ai tout enlevé. Et là, j'étais un peu mal barrée. Je ne savais pas comment faire, quoi. Mais là, tu es sur la toile. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu nous expliquais que tu faisais ta préparation, enfin, au moins une grande partie de ta préparation sur Photoshop. J'imagine que ça serait frustrant ou en tout cas un peu décevant d'obtenir un résultat quasi final sur Photoshop et de n'avoir qu'à le reproduire en peinture. Tu as quand même gardé une part, même si Photoshop te fait gagner du temps et de la matière, il y a quand même un moment où tu peux pas, au bon sens de terme, t'empêcher de continuer à expérimenter sur la toile. Oui, heureusement. Sinon, je serais dans une peinture un peu programmatique. Oui, c'est ça. Et non, c'est qu'à un moment donné, la toile, c'est elle presque qui mène la danse, si je puis dire. Là, à un moment donné, il faut écouter comment ça se passe. Et puis il y a une prise de risque, comme tu le disais là, il y a des moments où tu peux voir que tu vas trop loin, donc il faut que tu récupères la chose d'une manière. Oui, et c'est là où on peut perdre la toile. On peut avoir travaillé un mois sur une toile et à un moment donné c'est vraiment raté, quoi. Donc il y a aussi il y a toujours eu cet enjeu de la toile pour moi qui a été peut-être plus forte que justement juste la pratique photographique. Il y a une prise de risque dans la façon de faire. Voilà. Donc voilà comment j'ai résolu la chose. J'ai rajouté des cadrages mais en décalé sur les fleurs grises. Voilà. Et après cette toile, j'ai arrêté de travailler sur ces cadrages en forme de fleurs. Mais là, je vous montre, c'était à la même période, une autre série, où là, en fait, pour peut-être simplifier un peu les choses, si c'est plus simple, j'associais deux éléments qui pouvaient être deux photographies. Donc là, voilà mon corpus d'images.
mais aussi une photographie et un élément d'ordre pictural que je prévoyais pas. Hein. Ça, c'est des peintures où je ne prévoyais pas tout ce que j'allais faire, mais l'idée c'était d'associer deux éléments de vocabulaire et voir comment ça fonctionne. On retrouve. Bon, là, c'est une citation. Ouais, c'est marrant, pas en monorie, peut-être aussi sur les bleus. Non, c'était vraiment Baldessari, hein, ça c'est sûr. Alors, pardon. Là, le visage de la danseuse était trop présent et focalisait un peu toute l'attention. Il fallait que je le fasse disparaître. Du coup, le motif. Alors, du coup, cette idée de coupe ou d'associer deux éléments plus tard, je vais la retrouver parce que je vous ai déjà parlé de la recherche du sujet et je ne savais pas forcément où était mon sujet. Pendant un temps, je me disais le sujet c'est l'agencement, hein, pour reprendre un certain philosophe. Mais petit à petit, quand même, se dégageaient des sujets liés au représenté, à ce qui était représenté. Et dans la série que je vous ai montrée avant, en associant deux éléments, il y avait quand même cette idée de couple, mais au sens très très large, deux choses. Et à un moment, je me suis dit, il faut que tu y ailles franchement, tu montres des couples. Alors ça pouvait être des couples, alors avec l'idée non plus d'agencement, mais d'enlacement, mais des couples qui s'enlacent ou des couples qui se battent, où il y a une confrontation physique, qui interagissent. Et donc en fait, j'ai récupéré beaucoup d'images, pareil, sur Photoshop, et beaucoup d'images de films. Ça, c'est vrai que les films, j'ai toujours bien aimé parce qu'il y a une variété de styles, de corps, de modèles, beaucoup plus que si c'était moi qui faisais poser des gens. Ça m'est arrivé de faire poser des gens, mais j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus intéressant. Donc j'ai pris des photos, donc ça c'est dans j'ai oublié Lars von Trier. Ouais. C'est non, avant. Ouais. Oui, là j'ai oublié le nom du film. D'accord. Et donc là j'ai gardé qu'une certaine bande, d'où le rapport avec la découpe en serpent de Baldessari. Voilà, donc j'ai gardé une bande en suivant le corps des personnages. Donc je vous montre deux exemples, hein, parce que j'en ai fait pas mal. Donc ça c'est Abramovic et Houlet. Et j'ai gardé donc ça. Et à travers toutes ces bandes, j'ai commencé à mélanger les bandes. Donc gros travail sur Photoshop, de mélange, d'association, que tu ensuite... que j'ai associé, j'ai fait plein de recherches. Et là, je vous montre, parce que je trouvais ça intéressant, donc les œuvres en train de se faire dans mon atelier. Donc ça, c'était celui du bas, avec le couple qui s'enlace. Voilà. Au départ. Donc là, on voit qu'il est plein. Quasiment. Ouais, voilà. Donc j'ai après scotché la bande figurative pour faire le fond. Réservé, voilà, réservé. Et c'est vrai que là, on retrouve peut-être un peu cette idée aussi de dévoilement et de révélation propre à la photo, parce que j'ai toujours pris un plaisir extrême à enlever tout le scotch pour retrouver la photographie et puis retrouver le rapport entre la forme et le fond. Et voilà le tableau terminé, où là, finalement, il y a deux bandes qui sont associées, mais une qui est blanche, où j'ai enlevé la partie figurative. Alors c'est vrai que l'enlacement, ou en tout cas le sujet, il était dans le couple, l'enlacement, mais aussi dans la peinture. J'ai toujours essayé d'exprimer la chose à la fois dans ce qui est représenté et dans la façon de le peindre. Ce qui n'est pas toujours évident à faire, mais voilà, c'était un peu mon idée. Donc un autre tableau avec tout le travail de scotch, de masquage, qui prend beaucoup de temps. Donc la partie rose
Donc tu fais d'abord la frange, tu fais d'abord la réserve, voilà. après tu la réserves, tu fais ton fond et après tu redévoiles Oui. la frange. Après, il y a quelquefois plusieurs parties de corps qui sont, plusieurs bandes qui sont associées. Donc à chaque fois, je fais les bandes. Et puis là, oui, j'ai camouflé toute la partie peinte pour pouvoir faire le fond. Alors, le fond, voilà. À la fin, voilà ce que ça donne. Donc là, en fait, je vous montre une série de dessins que je continue à faire. Hein, c'est ce que j'appelle les entrelacs, à partir de projections de figures à différentes tailles et qu'ensuite je retravaille à la peinture. Dans ce dessin-là, on voit que les figures, enfin les traits ne suivent pas forcément la figure. Hein, je peux passer d'un trait à l'autre puisqu'il y a le mélange et la superposition de différents corps et ce qui crée dans la peinture une déréalisation. On peut retrouver certaines parties figuratives, d'autres plus abstraites. Hein, là, il y a un peu la dimension du réseau. Et en fait, cette série de peintures, de dessins-peintures, m'était venue d'abord, j'avais fait un travail sur le mur. Pendant longtemps, j'ai fait des dessins directement sur les murs dans des lieux d'exposition. Et puis pour pouvoir garder un peu des traces, j'ai décidé de le faire sur papier. Mais au départ, ce travail de superposition, d'entrelacs de figures, c'était pour essayer de trouver une équivalence dessinée à ce que je cherchais en peinture. Voilà. Mais il y a tout ce travail de projection. C'est vrai que c'est une recherche que je trouve intéressante pour moi parce que la projection, dans ce cas-là, elle était à la fois physique. Hein, je projette des images. Et comme mes images, les personnages, c'est que des gens proches de moi, il y a aussi un phénomène de projection psychologique. Mentale. On retrouve un peu peut-être les photos tout à l'heure dont on parlait au Lubitel. Oui, voilà, c'est ça. Il y a cette dimension intime et quand je dessine la personne et qu'elle va se retrouver avec une autre personne, il y a tout un jeu d'histoire et là encore de narration qui se recrée. Un réseau, tu recrées peut-être une forme de réseau. Oui, et c'est assez intéressant à réaliser. Donc cette série... Et donc là, tu t'éloignes consciemment de la peinture, tu veux faire une espèce de pause par rapport au médium? Alors, je ne m'éloigne pas parce que c'est un peu toujours associé, c'est des périodes où je vais faire telle chose, ou des fois c'est en même temps, parce que la peinture, comme c'est une pratique lente, qui demande parfois un temps de maturation, bien sûr, de décantage, c'est toujours... On retrouve des poses parfois sur le personnage en haut à droite. Là, c'est assez rare que j'utilise des photographies de magazines, mais là il y en a une effectivement. Tout le reste c'est plutôt des copains. Ça t'arrive de pratiquer la prise de faire des sketchs, sur le motif quand tu... Jamais. Non, ça jamais. Non. Mais dans mon apprentissage... On aurait pu croire avec le personnage à gauche là, on aurait pu croire que c'est un ami à toi que tu aurais croqué. Non, pas du tout. Ouais. En fait, c'est vraiment... non, il y a un côté même où je supprime la dimension gestuelle. Finalement, je garde l'image dans le dessin. Je ne sais pas comment dire ça. Hein. Donc, ici, donc, c'est une série, c'est un corpus d'images, encore une fois, que j'ai récupéré, là c'était en 2016, au moment où j'ai fait une résidence pendant 6 mois au CHU à Angers. Et donc là j'avais récupéré des photos d'acrobates, de sauts dans le vide, de sauts en hauteur, de danse, pour réaliser ce qui deviendra une série que j'ai appelée Les Scintillements, dont je vous montre là encore un peu des étapes pour comprendre l'élaboration. Donc la projection de l'image que j'ai travaillée sur Photoshop, puisqu'on voit un fond de mer avec des scintillements de lumière et un personnage qui est en train de sauter par-dessus.
et les taches de lumière qui viennent sur le corps et non pas derrière le corps. Une sorte de... Donc là, j'avais envie de montrer la partie scotchage. Donc je peins sur le scotch pour faire le fond de mer, ensuite la figure. Et là, on arrive à voir un petit peu, je crée des auréoles autour de chaque morceau de scotch. Donc là, on ne voit pas les morceaux de scotch, mais on voit les auréoles pour créer la diffusion de la lumière au-delà de la limite, que la limite ne soit pas trop tranchée, comme les scintillements que l'on voit dans la mer. Et là, je commence à enlever le scotch, ce qui est un moment de plaisir extrême, où il y a cet effet de dévoilement, de révélation, avec évidemment ce mélange entre le fond, le corps et puis cette forme. En fait, il y a 3 éléments que je vais... donc là, on voit la peinture terminée. Là, tu ne dévoiles pas, finalement, tu retires. Enfin, oui, mais ça crée un dévoilement, parce que tant qu'il y a le scotch... il n'y a pas d'effet de contraste qu'on obtient au final. Et de vibration. Quasiment des trous dans la peinture. Oui, des trous. Alors c'est vrai qu'on peut dire ça parce que le blanc, finalement, c'est la réserve. Et par-dessus, et surtout dans cette série où je commence à vraiment m'intéresser à la touche et à nouveau au geste et à la matière. Donc c'est assez... C'est pour ça que c'est difficile aussi de se rendre compte quand on voit les images, parce qu'il y a une épaisseur réelle dans ces 4 panneaux que je considère comme politique, avec ces 3 paramètres, donc la mer, les gestes de la mer, les taches, la grosseur des taches de scintillement, qui quelquefois d'ailleurs ne sont plus des scintillements, c'est presque des flocons de neige. Et puis les corps qui sautent, qui chutent, voilà, c'est un peu cette ambivalence entre la chute et le saut. Et là, justement, j'ai trouvé dans le livre qui m'a beaucoup marqué dans mes années d'études, la logique de la sensation, écrit par Gilles Deleuze à propos de Bacon, et il parle de ça, il dit à un moment donné, bizarrement, l'actif, c'est ce qui descend, c'est ce qui tombe. Donc l'actif, c'est la chute. Et je me reconnais là-dedans, parce que on ne sait pas si les corps vont sauter, chuter. Et en même temps, il y a toujours cet artifice de l'image, puisque je prends des corps de spectacle de danse. Ils sont tous danseurs, donc il y a quelque chose de très artificiel, déjà un geste très élaboré. C'est pas du tout un geste normal, quoi. Donc il y a presque une théâtralisation. Maîtrisé, pas du tout un geste subi, quoi. C'est quelque chose de c'est ça. Alors dans cette série aussi, il y a une dimension, je sais pas comment la qualifier, mais heureuse. Enfin, c'est vrai que moi je partais... il y a une forme de légèreté un peu. Voilà, c'est ça, une forme de légèreté. Aussi un autre mot qui va venir, c'est l'idée d'enchantement. C'est vrai que les sentiments, ça venait de mes voyages en Méditerranée, l'été, quand on est sur un bateau et qu'il y a tous ces sentiments de la mer et qu'on fait corps avec les éléments et ce sentiment océanique. Donc il y avait ça, tout en étant associé à la chute, à l'idée de chute de corps qui potentiellement chute. Voilà. Et ça m'intéressait de travailler sur ces 2 dimensions. La série suivante, là c'est un peu l'inverse, parce que je suis partie de... Donc c'est une série très récente, puisque c'est une série que je suis en train de travailler pour une exposition qui va avoir lieu là au mois de mars. Donc je suis partie de photos de catastrophes naturelles. Là c'est de l'essence, du pétrole dans la mer, je crois que c'est au Japon. Aussi lors de tsunamis. Et dans laquelle j'ai découpé des formes qui viennent de fleurs. Donc il y a un peu la même situation, mais c'est un peu inversé parce que je pars d'une image beaucoup plus
plus dramatique. Mmh. Et cette série va donner lieu à des grandes peintures. Donc là encore, je vous montre un peu le processus où on voit la projection. Donc la peinture, la première, là, elle fait 2,80 m de long sur 1,40 m. C'est pas très large, mais c'est une grande bande. C'est panoramique finalement. Oui, c'est assez On panoramique. voyait au début Oui. de ton travail. Oui, c'est vrai. Mmh. Et là, ensuite, je vais découper directement dans la toile. Ouais. Je vous montre une deuxième, puis après on voit la découpe. Donc quand je découpe, je suis sûre, comme c'est pas sur châssis, j'ai fait ça sur papier. C'est un papier un peu entoilé, donc qui est assez solide. Donc là, je suis sur ma peinture T'en et avais marre hop. de faire des réserves au scotch, tu t'es dit je vais y aller franchement, je vais Voilà, découper. et c'est vrai qu'il y a Je vais une découper, espèce là. de bascule où les réserves avant étaient blanches. Et là, je suis passée, depuis quelques temps, je travaille avec l'idée de découpe, de manque, mais la découpe, ça devient réel. C'est le réel, Bien finalement. sûr. La dimension picturale, d'une certaine manière, où ce motif, je le fais par la découpe, donc quelque chose de tout à fait réel. Du coup, ta peinture prend une dimension sculpturale. Une dimension Sculpturale. Je dirais pas ça, mais peut-être, pourquoi pas. Disons que là, par exemple, je voudrais l'exposer en la décollant du mur, peut-être en peignant le mur, je sais pas encore. Au début, j'avais prévu de peindre le mur en noir, mais finalement, je suis pas sûre. Bon, enfin, là, en tout cas, on voit le mur blanc. Mais en tout cas, pour travailler avec l'ombre. Ouais, mais du coup, ça vient se détacher du mur. Une dimension Sculpturale, c'est dans ce sens-là, au sens spatial du terme. Oui. Mais pour moi, c'est encore une dimension picturale, mais créée par l'ombre, mais créée par le Par réel, l'objet. par l'objet lui-même. Mmh. Dans ce sens, oui, tu as raison de dire ça. Je vous montre une deuxième peinture avec les étapes. En fait, là, on ne voit pas l'image, mais c'est pareil. En fait, je m'aperçois que je travaille toujours à partir de tout petits documents, parce que ça me donne une liberté suffisamment grande, en sachant que là, j'ai quand même projeté l'image et je l'ai dessinée avant. Donc ça, Livia, sont des images que tu récupères dans la presse. Oui, c'est ça. Sur Internet. Sur Internet. Et Il y a quelque chose de, lié à ton temps, enfin ton époque. Oui, alors c'est sûr que cette série vient à un moment donné où précédemment, et même la série qu'on va voir ensuite, je me questionnais sur des images d'actualité, sur la relation au monde dans lequel on vit. Et en plus, là, ça a pris... c'est vrai que cette année, ça a pris une tournure encore plus d'actualité, tous ces désastres, les désastres écologiques. Mais après, c'est comment aussi ne pas faire de l'illustration. Comment ne pas illustrer, ne pas faire de commentaires, comment arriver à picturalement parler du désastre. Voilà. Et en même temps, avec cette ambiguïté, comme j'ai pu le souligner pour les scintillements, là, c'était de faire de la catastrophe aussi une forme d'enchantement, à l'inverse, par la découpe. Par les motifs. Là, donc, on voit des voitures qui sont les unes sur les autres. Donc là, on voit les découpes qui sont sur le fond gris du sol de mon atelier. Donc selon la couleur du fond, c'est vrai que ça va changer. Ça produit un effet différent sur toi en fonction de... Oui. Celle-là, cette toile, j'ai plutôt prévu de la mettre sur un fond blanc quand même, pour que les voitures qui sont blanches, sur la photo elles étaient blanches, se confondent avec le blanc du mur. Qu'il y ait un effet de déréalisation encore, et puis de feu d'artifice, ou je ne sais pas quelle impression ça peut donner, enfin, d'embrouillement en tout cas certain par rapport à cette image de départ.
Donc c'est vrai que à un moment donné, j'ai quitté la sphère intime pour passer sur un autre registre qui était plus proche des images d'actualité ou des images du monde. Et ce qui m'amène maintenant à vous présenter Ça tombe très bien, un cycle. Voilà. Alors là, volontairement, je ne mets pas d'image parce que c'était en 2015, pardon, juste après les attentats de Charlie. Donc il y avait une ambiance assez chargée en France, il y avait des défilés, et je tombe sur une image d'une femme qui est en train de mourir dans les bras d'un homme qui la tient parce qu'elle a reçu une balle dans la tête, et ça se passe en Égypte. Cette femme s'appelle Sheima El-Sabag et elle est journaliste. Et en fait, elle a participé à une manifestation pour rendre hommage à tous les morts suite au soulèvement qui a conduit à la destitution de Moubarak. Et donc, la police pouvait tirer dans la foule et elle s'est reçue une balle. Donc, sa mort va durer, parce que j'ai retrouvé par la suite le récit de ce qui s'est passé. Sa mort va durer en gros un quart d'heure. Et durant ce quart d'heure, il y a un photographe et puis après d'autres photographes qui ont pris des photos, à différents moments où on la voit agonisant ou dans les bras d'une personne qui était suffisamment costaud pour la transporter. Et ces photos, quand je vois ça sur internet, donc c'était presque un mois après les attentats de Charlie, tout d'un coup, ça me saute au visage, à la conscience. Ça me rappelle des images d'enlacement, mais évidemment de manière beaucoup plus tragique, comme on voit ici. Cette image aussi qui va être iconique parce que pour lui rendre hommage, les Égyptiens vont tous se mettre dans cette attitude-là. Donc voilà, elle est transportée, elle a le corps qui est crispé. Ces images me font penser à une pietà, à quelque chose de la pietà. Et pendant un an, je vais récupérer tout ce que je peux trouver concernant ce moment sur Internet. Et c'est vrai que j'ai même pas réfléchi, c'est vraiment le choc de cette situation et le fait que ça rentrait en résonance avec la série de couples que j'avais fait, mais il y avait la dimension d'actualité et je voulais traiter, j'avais envie de parler du tragique du monde, et puis là ça tombait bien. Donc j'ai décidé de faire une série à partir de Sheima. Livia, c'est une série qui est close, qui est en cours, qui... Alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que je voulais en faire une dizaine de tableaux, de format assez grand. Mais entre-temps, je suis rentrée, j'ai fait cette résidence au CHU. Et au CHU, il était hors de question que je peigne la mort. On m'avait un peu déconseillé de le faire. Donc je l'ai mise de côté et c'est vrai qu'après je ne l'ai pas reprise, mais toutes mes recherches sur papier, finalement, une fois je les ai montrées et certaines peintures sur papier, je les assume comme un travail. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûre que j'aurai envie d'aller jusqu'à la toile. Même peut-être, je crois que je travaillerai plutôt sur ce papier entoilé que j'utilise en ce moment, parce que ça me permettrait de découper, de faire du collage de manière plus légère aussi. Donc voilà toutes les photos. Et j'ai commencé à faire des recherches. Donc j'ai séparé le corps, les corps dans un premier temps. Mais c'est en peinture? Non, sur Photoshop. Là. D'accord. Avant de faire de la peinture, parce que j'ai mis un certain temps avant de m'y mettre à la peinture. Voilà, j'ai travaillé plus sur Photoshop pendant un temps. Pourquoi ça?
Si c'est pas... Parce que j'avais pas forcément d'idée. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche et je savais pas trop quoi pour l'instant. Donc ça m'est venu un peu suite peut-être à toute la période des bandes de photos, des couples, mais je pouvais pas le prendre de la même manière, donc c'est comme ça que je l'ai abordé. J'ai abordé les images. Ensuite il y a le corps de Shaima. Et tout ce travail où les images se démultiplient, ça te permet à toi de rentrer dans cette série j'imagine qu'à chaque fois que tu fais ça, chacune de ces images, tu réfléchis, tu y penses et tu essaies de projeter sur ce que ça va pouvoir donner, sur quelle partie tu vas pouvoir utiliser ou pas. Enfin, ça te permet vraiment de... Ben, là, par exemple, ça me permettait pareil, agencer un corps de Shaima avec un corps des deux garçons qui sont là, des deux hommes qui sont là, plus la foule, les fonds que je pouvais flouter. Donc là, je vous montre rapidement toutes les recherches sur Photoshop. En fait, c'est comme une sorte de petit film avec toutes les variations d'images possibles. Et tu les fais, ce type d'image-là, tu les fais à un rythme relativement soutenu ou c'est oui, quelquefois. Parce que tu as besoin de les accumuler, ça t'aide le plus t'en as, plus à... Enfin, ça dépend parce que quelquefois je peux mettre assez longtemps pour faire ça, par exemple. Je ne me rappelle plus, parce que c'était en 2015-2016. Mais quelquefois, les associations, je peux mettre un certain temps. Puis après, je les jette aussi. Quelquefois, il y en a plusieurs, je fais des variations, comme là, par exemple. Avec, Et puis ensuite, le travail d'atelier. Là, je mélange photo, peinture, je crée un environnement. Tu as besoin de voir toutes ces images en même temps, les unes à côté des autres. Là, oui. Et je décide de ne pas travailler avec tout ce que j'ai fait sur Photoshop aussi. Je décide de partir de toutes les manipulations que je vais pouvoir effectuer sur le papier. Je me laisse surprendre aussi par ce qui arrive et je ne veux pas travailler. Alors évidemment, tout le travail que j'ai fait en amont sur Photoshop m'a permis de rentrer dans les manipulations, mais je décide de ne pas les utiliser. Je trouve que ça va en adéquation avec le sujet. Que je ne peux pas avec un sujet pareil qui provoque quand même parfois un certain ébranlement. Je ne peux pas travailler comme avant avec cette distanciation du virtuel. Non, c'est surtout, comment dire, c'est des choses qui se retrouvent dans les séries dont on a déjà parlé plus tôt. C'est aussi d'absolument jamais abandonner la matérialité des choses et la réalité des choses. Quand tu disais plus tôt que au moment où tu brouillais la peinture, ou qu'après tu préparais dans Photoshop, mais que quand même, une fois devant la peinture, tu continues à expérimenter, à rechercher, il y a l'idée de jamais être complètement dans l'immatériel et d'être toujours confronté à la réalité du matériau. Oui. Ça se voit aussi dans le fait que tu découpes la toile, le dessin, enfin voilà. Oui, et justement dans la découpe, par exemple, je sais que ça crée de l'émotion chez moi. Je le vis comme un petit sacrilège d'avoir peint, puis après de découper ce que je peins. Il y a une prise de risque, c'est-à-dire tu peux pas faire encore comme la ça, prise tu de peux risque. pas revenir en arrière. Non, je peux pas revenir en arrière. Bien sûr.
Ça fragilise la toile aussi. Oui, ben là, de toute façon, ça va être assez fragile. Non, ça met un enjeu dans le fait de travailler, ça crée un poids dans l'action que tu fais. Donc là, ce sont des formes découpées alors. Oui, ça, c'est des personnages découpés. Alors, c'est quelque chose que je réalise aussi. Enfin, là, je ne l'ai pas montré, mais c'est quelque chose que je réalise assez souvent. J'ai fait plusieurs séries avec des corps découpés. Soit découpés en petits morceaux que je récompose, soit juste le corps que j'associe avec autre chose, un élément pictural. Donc là, ça commence à s'organiser. Et je laisse aussi le scotch dans cette peinture, par exemple. C'est un collage, mais j'ai recadré la peinture et j'ai laissé le scotch. Et aussi, je me laisse faire par toute cette matérialité, effectivement. Là, par exemple, j'ai récupéré un dessin que j'avais fait sur papier, au trait, et je prends le support avec les restes de traits. Je travaille sur des formats pas conventionnels, découpés sans faire attention. Là, c'est un collage. On sent que ça se complexifie énormément au fur et à mesure que tu avances dans le travail. Du coup, c'est la question aussi, et je pense que c'est dégagé sur toutes les photos que tu as vues, c'est la question du point de vue. Sur les photographies de Shaima, qui est portée, qui est parfois de profil, parfois de dos. Et du coup, là, est-ce qu'on retrouve ça, justement, cette espèce de recomposition du... Oui, mais bon, c'est pas moi, c'est plus les gestes qui m'a intéressée que les positions. J'ai pris les images qu'il y avait, mais c'est par exemple sa main, je sais pas, ça doit être le système nerveux qui fait qu'elle a la main rigide ou la tête qui tombe. Enfin, cette manière de petit à petit laisser aller son corps, lâcher prise avec son corps. Je crois que c'est plus ça. Pour ce travail-là, j'ai l'impression que tu convoques beaucoup de choses peut-être du passé, beaucoup de... Oui, de toute façon, ça c'est un peu une constante, peut-être avec la peinture plus qu'avec d'autres médiums, c'est que c'est très difficile de ne pas penser à d'autres personnes, d'autres artistes, et même aussi ma propre expérience, mais disons que j'ai plus besoin de faire des références maintenant. Ça arrive, là c'est comme aussi quand je floute, même si je fais pas comme Richter. C'est devenu une part de ton langage à toi. Voilà, c'est ça, c'est que je l'ai intégré comme un élément de vocabulaire. Et cette idée de cadrage comme ça, à la façon de Baldessari, c'est devenu un élément de vocabulaire que je n'utilise pas comme lui de toute façon. Mais pas que en fait. Enfin, moi je trouve que sur ce travail-là, tu vas chercher, enfin, je pense je sais pas comment l'expliquer, mais chose de très dure, du coup qui est encore, je sais pas, peut-être en gestation. Oui, c'est sûr. Ta manière de le présenter en tout cas, scotché, on est encore dans l'atelier, dans des choses et il y a énormément d'essais, en fait, tu fais beaucoup d'essais. Oui, je fais beaucoup d'essais, mais finalement de moins en moins par rapport à avant. Par exemple, les photos découpées de désastres. J'ai fait des essais sur photocopie et je l'ai réalisé. Assez rapidement. Je pense que la part entre mes idées et la réalisation est plus directe. Et je pense que c'est aussi toujours cette question du sujet, c'est que en me rapprochant de sujets, même si je ne sais pas encore vraiment définir qu'est-ce que c'est qu'un sujet, j'ai l'impression que j'ai moins besoin d'essayer dans tous les sens. Là, c'était un peu différent parce que ça allait me servir à faire des toiles, mais peut-être qu'un jour, je retravaillerai d'après ces images en plus grand, mais en gardant ce côté collage, même collage, peut-être la peinture fraîche, la peinture à l'huile, ça colle, et garder cette hyper-matérialité, enfin, pour moi en tout cas, là, disons qu'on ne le voit pas, mais il y a les épaisseurs de papier, il y a les fonds, il y a tout ce qui est devant, tout ce qui vient derrière. Et ça pour cette série, en tout cas, c'était important. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas, ça c'est la dernière, je crois que c'est la dernière, je ne pouvais pas forcément travailler beaucoup
parce que ça crée une émotion assez forte. Ah, Parce qu'il y avait une violence, un tragique que je pouvais ressentir. Alors évidemment, la question comme ça de la violence, c'est pas forcément... Évidemment, c'est ce qui est représenté, mais c'est plutôt la violence de la sensation, la violence qui passe aussi par la façon dont on peint et dont on manipule. Enfin, c'est toujours ça, quoi. Et que ça crée une sorte de secousse, ou que ça touche le système nerveux, comme dirait Francis Bacon. Voilà, et du coup, en fait, je reviens à cette question de la peinture et la photo. Qu'est-ce qui a fait que j'ai continué à peindre Parce qu'à un moment donné, je me demandais si j'allais continuer à peindre. Parce que c'est quand même plus facile de manipuler des photos, des images, de les photocopier, de les reproduire. Et comme Charlie, tu l'as dit plusieurs fois, il y a cette notion de risque qui fait qu'à un moment donné, la peinture, ça nous tient et on a l'impression qu'à chaque fois, il faut toujours recommencer. Et ça peut se casser la figure n'importe quand. Enfin, voilà, c'est une chose de... Et j'ai trouvé, voilà encore, je ne suis pas allée chercher dans beaucoup de choses, mais dans la logique de la sensation, Gilles Deleuze parle de ça. Et je voulais finir en citant cette phrase parce que je crois qu'elle résume beaucoup le cheminement des peintres. Donc je vous la cite, c'est « De tous les arts, la peinture est sans doute le seul qui intègre nécessairement, hystériquement, sa propre catastrophe et se constitue dès lors comme une fuite en avant. Le peintre passe par la catastrophe, étreint le chaos et essaye de s'en sortir. » Je crois que ça résume assez bien cette idée parce que finalement, on ne sait jamais si on va pouvoir continuer, en fait, si ça va marcher encore. Et c'est peut-être un trait très particulier de ce qu'est la peinture par rapport à d'autres médiums. Parce qu'il y a sans faire de la psychologie, mais il y a quand même une psychologie du peintre. Bien sûr. Mais sans romantisme aussi. Oui, bien sûr. Moi, je me suis vraiment éloignée de tout ça, mais il y a quand même ça, avec quand même chez moi toute cette part de manipulation qui fait que c'est un peu des garde-fous. Mais je vois que je suis dans cette logique. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la voie du pictural plutôt que la voie de l'image. La manipulation dont tu parles, c'est plus une manière pour toi de construire et de constituer un vocabulaire, un langage, comme on disait tout à l'heure, que tu vas ensuite remettre en jeu devant la matérialité de la peinture et de la toile. Oui. Mais il me la faut aussi parce que j'ai besoin de stimuli, d'inspiration. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous parce que ça m'a permis de faire une retraversée de mon travail depuis un temps certain. Et c'était assez intéressant de faire ça. Très bien. Merci beaucoup.